Mesdames et messieurs, merci de votre présence. En réponse à l'activation de l'article 49, alinéa 3 de notre Constitution par le Premier ministre, nous discutons ce jour de 2 motions de censure déposées afin d'empêcher l'adoption du projet de loi réformant les retraites. Par souci de l'intérêt général, nous voterons la motion de censure qui demande le retrait pur et simple de cette réforme. En revanche, nous ne voterons pas celle qui évoque un allongement de l'âge de départ à la retraite et la fin, par principe, des régimes spéciaux. Je regrette que le sectarisme de certains ait empêché le rassemblement sur une seule motion afin de porter la voix des millions de Français opposés à cette réforme. Mais je suis sûr que le temps du rassemblement finira par arriver. Je regrette également que nous ne puissions pas intervenir dans l'hémicycle sur ces motions. Alors pourquoi vouloir censurer le gouvernement ? Car il apparaît une nouvelle fois clairement qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe gouvernent sans le peuple, voire contre le peuple. Cela se traduit par un double mépris. Premièrement, mépris du peuple, étant donné que c'est l'article 11 de la Constitution qui aurait dû entériner ce texte et non le 49. C'est bien par référendum que les Français auraient dû valider ou non cette réforme, et c'est dans cet esprit que nous avons d'ailleurs voté la motion référendaire présentée et refusée par la majorité. Chacun s'accorde à le dire, la réforme des retraites concerne tous les Français, touche à un des piliers du modèle social français. En conséquence, il revenait au peuple et à lui seul de trancher le débat qui engage son avenir. Emmanuel Macron préfère passer en force et le faire voter par un Parlement dont l'absence de représentativité devrait scandaliser tous ceux qui sont attachés au pluralisme et à la démocratie. En outre, malgré les contorsions du gouvernement et de la majorité, on est bien loin du programme présidentiel d'Emmanuel Macron, j'y reviendrai. Le mépris du peuple, c'est aussi le calendrier de la mise en œuvre de cette procédure. On apprend vendredi qu'un Conseil des ministres extraordinaire consacré à la crise sanitaire liée au coronavirus va se tenir, et samedi, le gouvernement décide de recourir au 49.3. Même en période de crise, avec un cynisme que chacun lui reconnaît maintenant, le gouvernement use d'une manœuvre indigne pour faire passer son odieuse réforme. Le mépris du peuple, c'est également celui de lui avoir menti. Je dis bien menti. Je voudrais, à ce titre, vous rappeler l'un des échanges que j'avais eus avec Emmanuel Macron sur la question des retraites lors du débat d'entre-deux tours de la présidentielle. Je cite Emmanuel Macron. « Moi, ce que je propose, c'est de garder un système, mais de le faire, d'avoir un système juste. Je ne propose pas du tout de toucher aux complémentaires ou autres. Donc, me dit-il, ne mentez pas aux gens. » Ce à quoi j'avais répliqué, le régime unique, c'est ça. C'est la disparition des complémentaires. Et Emmanuel Macron de répondre, non, c'est déjà un régime sur la base qui soit le même pour tout le monde. Le texte imposé par le gouvernement va donc clairement au-delà du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Le gouvernement ment donc en se référant à une promesse de campagne. Sinon, c'est qu'Emmanuel Macron avait déjà ce texte en tête et que c'est lui qui mentait. Le mépris du peuple, c'est aussi Édouard Philippe, qui en 2016 expliquait sur le 49.3, je cite toujours, « ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition, c'est une arme destinée à museler la majorité ». C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée qu'il utilise le 49.3. Où est la cohérence ? Où sont les convictions ? Quelle considération a le Premier ministre pour le peuple pour lui dire ainsi tout et son contraire à quelques années d'intervalle ? Enfin, le mépris du peuple, c'est aussi la remise en cause d'un modèle social qui fait partie intégrante de notre identité. Notre modèle social, c'est un héritage. Et nous, responsables politiques, n'en sommes que les dépositaires, pas les propriétaires. Notre rôle, c'est de l'améliorer, pas de le supprimer, comme si tout ce qui venait du passé était forcément mauvais. Évidemment qu'il y a des choses à changer, notamment dans les régimes spéciaux, mais nul besoin de tout mettre par terre. Certains régimes spéciaux sont d'ores et déjà en voie d'extinction, par exemple celui des mineurs. Mais a-t-on pour autant cassé tout le modèle ? Non, bien sûr. Cette réforme, je vais y revenir, est une réforme à forte teneur idéologique. J'en profite pour développer un point qui me tient à cœur et qui n'a pas tellement été soulevé durant ces débats. Cette réforme porte un coup énorme au principe de méritocratie, principe auquel je suis particulièrement attaché.
En effet, dans le système actuel, avec le calcul de la retraite sur les 25 meilleures années, non seulement vous ne tenez pas compte des accidents de parcours dans le calcul de la retraite, mais en plus vous récompensez ceux qui ont eu une carrière ascendante. En particulier ceux qui ont fait des efforts, voire des sacrifices, pour développer leurs compétences et les mettre au service de nos entreprises. C'est le même principe qui prévaut avec les 6 derniers mois dans le public. Avec le nouveau système, tout compte. Alors pour ceux qui sont dès le début sur de bons rails, qui ont des emplois avec de bons salaires, ça revient presque au même. Mais pour ceux qui, les plus nombreux, ont du mal à trouver leur voie, pour ceux qui enchaînent les petits boulots avant de trouver celui qui va leur permettre de s'épanouir et de servir la société, pour ceux qui, tentant l'entrepreneuriat, échouent, ce qui est relativement fréquent, voire normal, ceux-là garderont toujours une marque indélébile de ces périodes plus compliquées. Et à l'heure de la retraite, cette marque se fera sentir dans le montant de leur pension. Je ne vois donc pas où est le progrès social. Le second mépris, c'est celui du Parlement, bien sûr. Ce mépris s'étalait déjà par le recours massif aux ordonnances. Cela avait d'ailleurs été, je vous le rappelle, noté par le Conseil d'État dans son avis, faisant même peser un risque d'inconstitutionnalité. Comme cela a déjà été dit, ce recours massif aux ordonnances implique que soit la réforme n'est pas prête, et le gouvernement fait preuve d'un grave amateurisme, soit la réforme est prête, mais le gouvernement préfère légiférer dans l'ombre. Vu son empressement à faire voter ce texte, je pense que nous sommes plutôt dans la seconde hypothèse, même si je n'exclus pas la première. Le gouvernement refuse donc que le Parlement joue pleinement son rôle de législateur. Une habilitation à légiférer par ordonnance et une ratification dans quelques mois et le tour est joué, le tout sans débat sur des aspects fondamentaux de la réforme. Évidemment, la cerise sur le gâteau du mépris du Parlement est le recours au 49.3, mais finalement, avec un peu de recul, on voit bien que tout cela était préparé et que le gouvernement a tout fait pour créer des conditions favorables à son utilisation et couper court au débat. En effet, on s'aperçoit que plus on creuse le texte, plus on débat, plus les véritables contours de la réforme apparaissent. La retraite universelle n'est plus qu'un lointain souvenir, le souvenir d'un slogan. La mort des régimes spéciaux a entraîné la naissance de régimes spécifiques. La retraite minimum à 1 000 € ne concernera en fait qu'une toute petite partie de la population. Quant aux agriculteurs, leurs retraites seront revalorisées, mais de plus en plus difficile de savoir quand. Et je ne parle pas des compensations pour les grands perdants de la réforme, elles se chiffrent en dizaines de milliards d'euros, alors que, je le rappelle, le gouvernement nous a survendu un déficit de l'ordre de 8 milliards d'euros et qu'il fallait donc absolument le réformer. Depuis, chacun s'accorde à constater que la facture de la réforme va largement dépasser ce fameux déficit. Bref, plus on travaille cette réforme, plus ses véritables objectifs apparaissent et plus les Français s'y opposent. Je comprends donc pourquoi le gouvernement souhaite mettre un terme au débat. Cette réforme du système des retraites est une vieille revendication des hauts fonctionnaires de Bercy, mais aussi de l'Union européenne. Il faut dire qu'en matière d'austérité, les institutions bruxelloises sont à la pointe. Depuis plusieurs années, en effet, les fameuses, mais trop méconnues, GOPE, grandes orientations de politique économique, demandent à la France de réformer son système de retraite. Ainsi, le cœur de la réforme, ce pourquoi elle existe, et ce qui doit être préservé à tout prix pour le gouvernement, c'est l'article 3 du projet de loi. C'est l'intégration des salariés du privé au système universel de retraite. C'est là où on trouve le plus grand nombre de personnes, les plus silencieux aussi, et avec les enjeux financiers les plus importants. En mettant dans les mains de Bercy les milliards des salariés du privé, le gouvernement crée un nouveau levier pour imposer une politique d'austérité. Je ne vais pas vous développer tous les aspects de cette réforme, je me suis exprimé dessus à de nombreuses reprises. Alors, aux millions de Français qui, de jour en jour, découvrent les véritables contours de cette réforme, je veux dire 2 choses. Tout d'abord, rien n'est fini. La réforme n'est pas encore votée. Et surtout, Emmanuel Macron ne sera pas éternellement à la tête de l'État. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Deuxième chose, vous avez un moyen très simple, très concret pour montrer votre opposition à cette réforme des retraites, c'est votre vote. Ça tombe bien, dans une dizaine de jours, il y a des élections. Alors, si vous souhaitez manifester votre opposition à cette réforme des retraites et si vous souhaitez défendre notre modèle social, ne votez évidemment ni pour les candidats d'En Marche, ni pour ceux qui sont soutenus par En Marche. Si vous ne souhaitez pas qu'En Marche crie victoire le 15 ou le 22 mars et accélère le processus, choisissez la seule alternance crédible et votez pour les listes Rassemblement national ou celles soutenues par le Rassemblement national. Certes, les retraites ne relèvent pas de la compétence des maires, mais plus que jamais, ces élections ont un enjeu national. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire en ce jour de vote. Je répondrai bien sûr à vos questions, qu'elles soient sur ce sujet
ou qu'elle soit sur d'autres sujets. Hélas, l'actualité n'en manque pas. Plusieurs députés de la majorité se sont étonnés de votre absence pendant les débats en disant que finalement vous n'avez quasiment pas siégé. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur dis que nous faisons notre travail, que nous avons siégé, qu'il y avait un député au moins au Rassemblement national, mais nous ne sommes que 6. Par conséquent, ce genre de réflexion, il ferait mieux de les garder pour eux, parce que, objectivement, ils n'étaient pas très nombreux non plus, et pourtant, eux, je crois qu'ils sont 350. Soutenez-vous les manifestants qui défilent aujourd'hui? Je soutiens toutes les expressions de contestation à partir du moment où elles sont légales à la réforme des retraites. Je l'ai dit plusieurs fois et je le redis aujourd'hui. Qu'avez-vous prévu de faire pour le volet organique qui arrive demain? On va continuer la bataille avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont évidemment beaucoup moins importants que les moyens qui sont accordés au groupe. Nous n'avons pas de groupe. Voilà, notre grand malheur, c'est celui-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous n'avons pas de temps de parole non plus aujourd'hui. Nous travaillons donc dans des conditions qui sont difficiles. Mais malgré cela, nous menons ce travail-là. Et puis je crois que nous avons surtout mené et rempli le travail qui consistait à expliquer aux Français quel était le contenu de cette réforme et la raison pour laquelle elle nous apparaissait éminemment dangereuse pour eux. Concernant le président turc qui menace d'ouvrir ses frontières, qu'est-ce que vous attendez de la réunion extraordinaire demain des ministres de l'Intérieur de l'UE? Est-ce que vous leur demandez une prise de position? Alors d'abord, pardonnez-moi, mais ce n'est pas une menace. C'est un fait. Nous n'en sommes plus, hélas, au moment des menaces. Nous n'en sommes plus, même s'il était insupportable, au moment du chantage. M. Erdogan a clairement ouvert les portes de son pays et même il offre des moyens matériels pour permettre à des centaines de milliers, des millions, annonce-t-il, de migrants de forcer avec violence la frontière d'un pays de l'Union européenne qu'est la Grèce. Je considère que cet acte transforme ce processus de migration en une invasion. Voilà, une invasion organisée par un pays étranger, qu'est en l'occurrence la Turquie, qui a pourtant touché au fur et à mesure des années des dizaines de milliards et dans le cadre de l'accord passé avec Mme Merkel, sans notre avis par ailleurs, 6 milliards. Voilà. Cette situation est extrêmement grave. J'attends évidemment que les différents pays européens viennent au soutien de la Grèce pour protéger ses frontières, pour éviter que ces centaines de milliers de migrants puissent traverser la Grèce, puis aller dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Il y a là une coopération entre les pays européens qui doit se mettre en place. J'ai évidemment les plus grandes craintes concernant Frontex, dont j'ai toujours pensé qu'elle était une agence d'hôtesse d'accueil. J'en ai encore eu la démonstration, parce que j'ai vu des images avec un monsieur avec un t-shirt Frontex en train de tirer les bateaux pour les ramener sur la rive. Donc c'est une agence d'hôtesse d'accueil des migrants. Bon, on n'a pas besoin d'agence d'hôtesse d'accueil. En l'occurrence, on a besoin de gens pour aider les Grecs à tenir leurs frontières, parce que puisque on nous a demandé de supprimer nos frontières intérieures, pour l'instant, leurs frontières sont les nôtres. Maintenant, je pense qu'au-delà de ça, le gouvernement français doit prendre une décision immédiatement. C'est de suspendre Schengen tout de suite. On doit retrouver la maîtrise de nos frontières nationales. Nous sommes face à une très grave crise, une crise qui ne peut que s'aggraver dans les jours et dans les semaines qui viennent. Il faut donc que la France se mette en situation de pouvoir empêcher cette migration de traverser les frontières françaises qui n'existent plus, mais qui peuvent à nouveau exister. Alors, je persiste à dire que j'ai un désaccord d'analyse sur les choix qui ont été faits par le gouvernement depuis le début de cette crise. Vous le savez, je l'ai dit, j'ai exposé mes positions avant la réunion à Matignon, pendant la réunion à Matignon et après la réunion à Matignon. Je crois avoir entendu d'ailleurs sur une des radios que le gouvernement réfléchissait à réquisitionner les entreprises fabriquant des masques sur notre territoire. Je suis heureuse de l'apprendre puisque c'est exactement ce que j'avais suggéré lors de la réunion qui s'est déroulée à Matignon notamment. Bon.
Donc voilà, je considère que les décisions prises par le gouvernement sont contradictoires. Elles sont contradictoires, donc ça se voit. Je pense qu'elles sont analysées comme contradictoires par les Français et que ces décisions contradictoires, en réalité, plutôt que de rassurer les Français sur la gestion de cette crise, ont tendance à les inquiéter. Voilà quelle est ma position sur ce sujet. Concernant ma réunion de Marseille, nous allons en discuter, nous allons voir l'évolution et nous allons voir s'il est raisonnable de maintenir, même si c'est un meeting, j'allais dire, plus petit que ceux que nous avons l'habitude d'organiser, puisque c'est un meeting qui ne concerne que la ville de Marseille. Il n'en demeure pas moins que ce sont plusieurs centaines de personnes qui vont se réunir. Et donc, nous allons évidemment réfléchir avec le candidat, avec la direction du mouvement, pour savoir s'il est raisonnable, en quelque sorte, de maintenir cette réunion. Même si les instructions gouvernementales n'interdisent que les réunions de plus de 5000 personnes. Estimez-vous que sur les élections municipales qui arrivent, avec le coronavirus, il y a par endroit sur le territoire des ruptures d'égalité, certains maires ne peuvent pas faire campagne. Est-ce que vous craignez qu'un certain nombre de personnes aient des craintes d'aller voter dimanche en 8? Est-ce que vous estimez que du coup, totalement ou partiellement, ces élections doivent être reportées? Je crains hélas que la diffusion du virus ne remette tout le monde à égalité assez rapidement dans le domaine de la capacité à faire campagne. Voilà, hélas. Je pense que les élections municipales nécessitent d'anticiper. Car oui, bien sûr, il y a un risque qu'une partie des électeurs puisse développer une crainte d'aller voter. Il faut donc que le gouvernement anticipe. Ça n'a pas l'air précisément d'être son point fort. Il faut être tout à fait honnête. Si j'en crois les problèmes de rupture d'approvisionnement en masques, notamment à destination des médecins libéraux. Et donc je pense qu'il faut que maintenant le gouvernement réfléchisse, et il est urgent de le faire, à la manière dont va se dérouler ce vote. Est-ce qu'on a vu un pays comme Israël ce week-end organiser des élections, frappé lui aussi par un risque de coronavirus. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il faut que le gouvernement maintenant annonce quelles sont les mesures qui vont être prises pour les bureaux de vote. Gel hydroalcoolique à l'entrée du bureau de vote, éventuellement, comment dire, des choses susceptibles de rassurer les électeurs. Voilà ce que je pense. Et dans ces conditions-là, normalement, les élections devraient se dérouler correctement, sous ces conditions. Certains salariés font usage de leur droit de retrait, c'est le cas des salariés du groupe des transports, par peur du virus. Est-ce que vous les comprenez? Certains estiment que c'est aussi une manière de continuer la mobilisation sociale. Quel est votre point de vue? Non, moi je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Mais il est sûr que, encore une fois, on est confronté à des décisions de ce type en raison du caractère incohérent des annonces faites par le gouvernement. Il est sûr que quand le gouvernement annonce que l'on ne peut pas se réunir à plus de 5000 personnes, les salariés du Louvre viennent dire « bah oui, mais nous, on a 20 000 personnes ». Donc on a 20 000 personnes dans un milieu confiné. Donc pourquoi est-ce que nous, on resterait ouvert alors que, en l'occurrence, les milieux confinés avec 5 000 personnes sont fermés? Donc à force, si vous voulez, de démultiplier, je l'ai dit tout à l'heure, les annonces et les décisions qui sont incohérentes ou contradictoires, on finit par inquiéter les Français et évidemment on finit par inquiéter aussi les salariés précisément de ces structures. Selon des comptes de l'opinion, vous avez déposé au moins 400 listes pour les municipales. Or, il y avait 500 candidats, plus de 500 candidats qui avaient été investis. Comment vous expliquez une telle déperdition? Est-ce que ça signe l'échec de votre stratégie d'enracinement? Je pense que c'est ce que vous avez déjà écrit. Non ? Oh si, je crois que oui. Non, en réalité, ça n'est pas du tout un échec. Je note que vous évoquez, et j'ai lu dans d'autres journaux aussi, évoquer le nombre de nos listes, qui sont plus de 400 en réalité, puisque le gouvernement, le ministère de l'Intérieur ne compte que les listes au-dessus de 3500. Donc nous en avons, je crois, 391, car il oublie les communes associées, notamment les communes associées de Lille et les communes associées de Dunkerque, il les a oubliées dans son calcul. Donc ça doit faire 393. C'est beaucoup plus en notre nom propre que LR. C'est encore plus que En Marche, qui ont en leur nom propre 247 listes. C'est considérablement plus, évidemment, que les Verts,
que le Parti communiste, que LFI. En réalité, nous sommes le parti qui présentons sous notre nom le plus grand nombre de listes. Je parle sous notre nom parce que nous avons également un certain nombre de listes dont la structuration essentielle est celle du Rassemblement national et que le ministère de l'Intérieur a collé soit en divers droite, soit même en extrême droite. Hein. C'est le cas de la commune de Trèbes où c'est notre délégué départemental qui est candidat. Celui-là a eu droit à une autre étiquette. Bon, on ne sait pas pourquoi. Bon, bref, donc l'effort qui a été fait par le Rassemblement national est important. Nous marquons là, évidemment, notre position de premier parti, je crois, de premier parti en termes d'implantation politique, très clairement. Et donc, nous nous réjouissons. Nous avons certes moins de listes qu'il y a 6 ans. Nous l'avions annoncé. Stratégiquement, nous avions annoncé que nous n'aurions probablement pas autant de listes. Mais ce résultat m'apparaît tout à fait correct. 49.3, motion de censure, là, on vous voit la voter. C'est quelque chose que le Rassemblement national fera à l'avenir contre la politique du gouvernement? À chaque fois qu'il s'est agi de défendre les Français et la France contre les politiques du gouvernement, nous étions là. Et nous avons voté. Et nous n'avons jamais regardé d'où provenaient par ailleurs les textes en question. Encore une fois, ce qui nous importe, c'est le contenu des textes. Ça n'est pas l'origine politique du texte. Je note là qu'il y avait 2 motions de censure. Hein. Il y en a une qui est une motion qui ne concerne pas le fond, c'est-à-dire qui ne vient pas exprimer le souhait des partis signataires d'une autre réforme. Et puis, il y a la motion de LR qui est pire que celle de Macron. C'est-à-dire que la réforme que proposent les LR est pire en matière antisociale que ce que Emmanuel Macron est en train de faire avec sa réforme des retraites. C'est la raison pour laquelle, alors que nous étions partis pour voter ces 2 motions, très clairement, nous l'avions dit, eh bien, nous ne pouvons pas, en conscience, voter la motion de LR, parce que nous ne pouvons pas, en conscience, voter un texte dans lequel on réclame la retraite à 65 ans et la suppression totale des régimes spéciaux, y compris les régimes des policiers, des gendarmes, des militaires, des marins-pêcheurs, etc. etc. Voilà. Nous le regrettons. Un ancien salarié de chez vous vous assigne en liquidation judiciaire, considérant que vous êtes en cessation de paiement, qu'il n'a pas été remboursé de la somme qui lui était due, et affirme qu'il... Voilà. Comment votre parti va réagir? Quoi? Non mais écoutez, enfin, tout ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans ce genre de choses? Oui, non mais d'accord. Enfin, c'est un échelonnement qui se fait. Voilà, il y a un échelonnement qui est fait. J'en sais rien. Enfin, ce sont des cas qu'on a tous les jours. On est en procès avec un tel ou un tel qui n'est pas d'accord. On va devant les tribunaux, on plaide. Je vous l'ai déjà dit, madame. Je sais que c'est dans vos rêves les plus secrets une espérance. Mais objectivement, vous nous avez sur le dos pour un certain nombre d'années encore. Hein, voilà. Bien, mais je vous remercie. Nous allons immédiatement nous rendre aux questions gouvernementales.